Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jean-Charles Collaroy, député En Marche de l'Isère. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. La fin des hydrocarbures, l'avenir du nucléaire, le projet Notre-Dame-des-Landes, les herbicides au glyphosate, les questions liées au développement durable sont nombreuses. Et si chacun reconnaît une nécessaire transition, les débats sont âpres en revanche sur la manière de l'engager, cette transition, et sur les conséquences économiques de cette révolution écologique. Par exemple, pour améliorer les performances de nos maisons, faut-il imposer des malus aux propriétaires? Vaste débat. On demandera son avis à Jean-Charles Collaroy, député La République En Marche sur la 2e circonscription de l'Isère et membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Pas mal de sujets donc cette semaine à évoquer ensemble. C'est votre première participation au Récap Info. La tradition, c'est de faire un peu mieux connaissance. Vous avez une quarantaine d'années. Oui. Ce sera en mai prochain. Vous êtes né dans l'Hérault et vous êtes ingénieur de formation, diplômé de l'INPG. C'est d'ailleurs à cette occasion que vous avez rejoint Grenoble. Oui, tout à fait. Moi, j'ai grandi, je suis né à Montpellier, j'ai grandi dans l'Aveyron, puis à Nice. Et je suis venu à Grenoble pour faire mes études d'ingénieur et ensuite créer une société avec des camarades de promotion. Vous avez cofondé l'entreprise H3C Énergie, spécialisée dans la performance énergétique. Vous étiez sur le point de partir dans une nouvelle aventure économique, d'ailleurs, juste avant le défi des législatives. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cette aventure de la création d'entreprises, du développement aussi, puisqu'on est passé d'une petite société de 4 créateurs à plus de 60-70 salariés. Et puis cette aventure s'est terminée en 2015-2016. Et j'étais en train de me relancer dans une aventure de création dans la mobilité durable. Et puis l'aventure de la présidentielle est arrivée, les législatives. J'étais très en phase avec le projet d'Emmanuel Macron. Et tout s'est accéléré. Et du coup, en devenant député, j'ai souhaité laisser le projet de création que nous avions à mon associé actuel pour ne pas mélanger les genres d'une part et aussi me consacrer pleinement à mon mandat. Donc député à plein temps, avec quand même encore un mandat de conseiller municipal d'opposition à Saint-Martin-d'Hers. Oui, tout à fait. Je suis conseiller municipal d'opposition à Saint-Martin-d'Hers. Donc, je n'ai pas de rôle exécutif, mais c'est important pour moi de garder cet attachement local, de bien comprendre les problématiques aussi d'une commune, même si mon mandat de député me prend énormément de temps à Paris, donc j'ai moins de temps pour être présent en local à Saint-Martin-d'Hers. C'est quand même important, cet attachement à une commune et à la vie locale. Alors, vous aviez été élu en 2014 sur une liste de gauche, une liste socialiste et écologiste. Oui. D'ailleurs, vous avez été au PS jusqu'en 2014. Oui, tout à fait. On avait fait campagne pour cette élection. D'ailleurs, j'ai été exclu du PS parce qu'on est allé au bout de l'élection sans respecter l'accord à quelques semaines de l'élection où il fallait faire accord avec les communistes. Nous, on est allé au bout de la démarche. Ça faisait 1 an qu'on faisait campagne. On a perdu à quelques centaines de voix près à Saint-Martin-d'Hers, la 2e ville du département. Mais voilà, je suis allé au bout de mes convictions, donc je suis fier de cela. Oui. Le PS, vous l'aviez intégré après avoir vu Jean-Marie Le Pen en 2002 arriver au second tour de la présidentielle. Oui, c'est vrai que ça a été le moteur de mon engagement politique. Voilà, cette envie de dire j'ai envie d'être acteur, de m'investir, de ne pas laisser aux autres le fait de choisir le destin du pays et d'essayer déjà à l'époque de renouveler la politique. Donc je m'étais investi dans les partis qui existaient à l'époque, le PS. Et puis petit à petit, j'ai vu une dérive de ce parti et je me suis vraiment reconnu dans la démarche d'Emmanuel Macron d'essayer d'effacer les clivages, de regarder ce qui était intéressant pour le pays, les projets utiles à la France. Et c'est pour ça que je me suis investi vraiment pleinement dans la campagne présidentielle et ensuite dans les législatives. Et qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise. Avec des gens, par exemple, à l'Assemblée, qui viennent d'horizons différents, un Premier ministre qui vient de la droite, des ministres qui viennent de la gauche, dans les parlementaires aussi. On est à l'aise, on parle projet pour la France et non pas clivage partisan. Alors en juin aux législatives en Isère, sur 10 postes de députés, 9 ont été remportés par des candidats En Marche. Vous avez été même le mieux élu dans le département, 73% des voix au second tour. Sur votre 2e circonscription, on rappelle que c'est Échirolles, Saint-Martin-d'Hers et Bain-Visil. 73% des voix, il faut dire que vous étiez face à un candidat Front National. Oui, bien sûr, mais je suis malgré tout fier de ce score que j'ai réalisé. C'était aussi un bon score au premier tour.
C'est une circonscription qui n'est pas évidente malgré tout, qui est à la fois populaire, avec la deuxième et troisième ville, les deuxième et troisième villes du département. C'est une circonscription ancrée à gauche, mais avec des diversités de problématiques, périurbaines, de la ruralité aussi. Donc voilà, j'ai dans le cœur cette circonscription, je l'aime à force de la parcourir. L'installation au Palais Bourbon, ça vous laisse un souvenir en particulier ? Beaucoup d'émotions dans les premiers jours, c'est sûr. Moi-même, je n'y étais jamais allé, bien que passionné de politique. Et assez rapidement, de suite, concentré sur l'étude des premiers textes. Et c'est vrai qu'on a appris notre métier en faisant. Il y avait cette volonté d'Emmanuel Macron d'aller vraiment très très vite dans l'action, de ne pas perdre de temps. Je pense qu'il avait l'expérience de ce qui s'était passé sur le début du quinquennat de François Hollande. Et tout le temps qu'on perd là, dès après l'élection, où on a une majorité, on a une légitimité, on a aussi parlé d'un programme qu'il faut décliner, eh bien, après ce temps, on ne le rattrape pas. Donc on est allé de suite dans les réformes ambitieuses et ça nous a permis aussi d'apprendre notre fonction, notre mission de député en faisant les textes. Parfois d'ailleurs avec quelques petits flottements. Hein. Cet été, oui. On a vu certains députés En Marche, nouvellement élus, qui découvraient vraiment à tous les sens du terme. Hein. Oui, c'est vrai, bien sûr. Il y a 300 nouveaux élus, En Marche énormément, mais dans d'autres partis aussi. On apprend notre mission, notre fonction. C'est normal qu'il puisse y avoir quelques ajustements à faire. Une nouvelle vie, du coup. Vous êtes à Paris plus souvent, mardi, mercredi, jeudi, c'est ça ? Oui, alors j'y suis même plutôt du lundi soir au vendredi matin, plus que ce que je n'aurais imaginé, parce que j'ai eu aussi une fonction, un rôle de rapporteur sur un projet de loi, qui est quand même une responsabilité très prenante. Mais du coup, quand cette responsabilité sera terminée, c'est sur le point de l'être, je serai normalement du mardi au jeudi midi à Paris et ensuite le reste du temps en circonscription. Bon, quand vous êtes à Paris, vous dormez où ? Vous avez vu cette polémique en fin de semaine là ? Moi, je dors dans mon bureau. J'ai un bureau dans un immeuble en face de l'Assemblée nationale, dans lequel il y a un lit qu'on ouvre, une sorte de placard qui fait un lit. Donc, ça me convient très bien et je ne cherche pas à en changer. Alors, on explique, hein, en raison du nombre de couchages insuffisants dans les bureaux fournis par l'Assemblée nationale et en raison du coût des nuits d'hôtel qui sont proposées aux députés qui ne bénéficient pas, comme vous, d'un bureau-chambre, les députés disposeront désormais d'une indemnité supplémentaire de 1 200 € par mois pour payer un loyer. Alors ça, c'est pas mon cas, hein, puisque moi j'ai un couchage dans mon bureau et que ça me convient très très bien comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des députés qui n'ont pas de couchage, qui sont donc obligés d'aller à l'hôtel. Et les nuits d'hôtel à Paris sont finalement très chères. Donc je pense que c'est plus pour une logique d'économie pour l'Assemblée nationale que ce système est proposé. Voilà. Allez, on reviendra sur la qualité de vie des députés un petit peu plus tard. Vous évoquiez le rôle de rapporteur d'un projet de loi important que vous avez eu. C'était pour le projet de loi sur la fin des hydrocarbures, adoption prévue le 19 décembre. Hein. C'est ça, mardi prochain. Pour être précis, ce projet de loi prévoit en fait la fin des recherches et des exploitations d'hydrocarbures en France d'ici 2040, c'est ça ? Voilà, c'est à la fois un projet ambitieux et responsable. Ambitieux parce qu'il fait de la France le premier pays au monde à arrêter la production et la recherche des hydrocarbures, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, le charbon, sur son territoire. Voilà. Et donc, quelque part, c'est le premier pays à le faire. Il va montrer l'exemple. Et en même temps, il est responsable parce qu'il laisse le temps aux entreprises, aux territoires concernés, c'est une 60aine de sites en France, de s'adapter à cette transformation. Voilà, puisque ça laisse 22 ans à la filière pour trouver à reconvertir les salariés ou à trouver d'autres sources, par exemple la géothermie ou des choses comme ça. C'est essentiel, hein, parce que cette filière, c'est quoi, 25 000 salariés ? Non, c'est 1 500 emplois directs, 5 000 indirects. Voilà, c'est de ça dont on parle. Et donc, c'est ces entreprises-là qui vont devoir se reconvertir dans les 20 ans qui viennent. Bon, on revient à ce projet de loi. Les demandes de permis d'explorer sont systématiquement rejetées désormais, on est d'accord ? Oui, tout à fait. À partir du moment où la loi va passer, il n'y a plus de demande de permis d'explorer. C'est juste les permis en cours d'exploration qui sont maintenus. Et ceux-là, il y a ce qui s'appelle un droit de suite pour les industriels qui ont engagé des sommes souvent conséquentes pour rechercher du pétrole. Eux, ils pourront avoir l'autorisation, le droit de suite, de poursuivre la production pour pouvoir rentabiliser les frais qu'ils ont engagés dans la recherche. Alors on vous voit là à la tribune de l'Assemblée nationale en train de défendre ce projet de loi. Hein. Autrement dit, on est le premier grand pays, c'est ce que vous nous dites, à bannir ces explorations d'hydrocarbures. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.
Finalement, ça ne nous empêche pas ni d'exploiter à l'étranger, ni d'importer des hydrocarbures. Donc, ce n'est pas la fin des hydrocarbures. Non, bien sûr que non. Et ce n'est pas la fin des hydrocarbures, parce que des hydrocarbures, nous en aurons encore besoin pour un moment. Bien sûr, il y a les transports, mais il y a aussi toute une série de pans de l'économie qui ont besoin d'hydrocarbures. Les routes, la chimie. Donc, le sujet n'est pas là. En revanche, c'est de dire, voilà, la France, grand pays industriel, a décidé de porter son regard sur autre chose que les énergies carbonées, les énergies fossiles. Et ça, l'accord de Paris, il y a 2 ans, le disait lui-même. L'accord de Paris, les États se sont engagés à laisser 80% des énergies fossiles dans le sous-sol. Donc nous allons plus loin, nous montrons l'exemple, et c'est vraiment important. Et finalement, le One Planet Summit, là, qui a eu lieu mardi dernier, montre que les pays ont de plus en plus conscience qu'il faut sortir de ces énergies carbonées, de ces énergies fossiles. Alors la France montre qu'elle est proactive sur ces questions de développement durable. Pas mal de questions d'actualité d'ailleurs liées au développement durable. On va commencer. Allez, la sûreté des centrales nucléaires. Vous avez vu les actions à répétition des militants de Greenpeace dans les centrales. Actions spectaculaires. Très inquiétante d'ailleurs, puisqu'elle démontre qu'au moment où on parle de risque terroriste, c'est assez facile d'entrer au cœur d'un site nucléaire, de s'approcher des réacteurs, de déclencher même des feux d'artifice. Ça ne vous inquiète pas ? C'est un sujet, effectivement, où il faut être concentré, attentif. Il y a la sûreté et la sécurité. La sûreté nucléaire, en France, nous avons des autorités de contrôle indépendantes. Après Fukushima, beaucoup de mesures ont été mises en place par l'autorité de sûreté nucléaire pour renforcer la sûreté de nos centrales sur les radiations, sur les incidents qui surviennent. Une force d'action rapide d'intervention, la FARN, sur tous les incidents nucléaires a été créée. Ça, c'est un sujet. Ça, c'est sur le fonctionnement. Sur la sûreté. Et après, il y a la sécurité. Et ça, effectivement, c'est la sécurité de nos centrales, les périmètres, les sites. Là, effectivement, Greenpeace et les associations ont un intérêt, c'est de nous montrer les failles qu'il peut y avoir dans le système, ou aussi de nous pousser à être de plus en plus vigilants. Et c'est vrai qu'il faut évoluer dans nos mesures, puisqu'il peut y avoir de nouvelles menaces, par exemple l'arrivée des drones ou des nouvelles technologies doit nous pousser à être de plus en plus vigilants sur ces sujets. En même temps, moi, je reste prudent parce que je veux croire aussi que les autorités qui surveillent ces centrales ne peuvent pas mettre en application la même réponse quand c'est une association d'interpellation comme Greenpeace qui intervient que quand ce sont des terroristes qui rentreraient sur un site. Donc on ne peut pas être sûr qu'il n'y aurait pas eu de réponse si des terroristes étaient rentrés sur le site. En tout cas, ce que je peux vous dire en tant que député, c'est qu'on est très sensibilisé sur ce sujet. Dans la commission développement durable et aménagement du territoire présidée par Barbara Pompili, nous avons auditionné, par exemple, l'autorité de sûreté nucléaire, EDF, Greenpeace, et nous leur posons des questions sur ces sujets-là, sûreté, sécurité, et nous allons sûrement, il va y avoir des initiatives pour créer des commissions spéciales d'enquête sur ces sujets. Sur le fond du nucléaire, le gouvernement a renvoyé à 2035 l'abaissement à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique français contre 75% aujourd'hui. C'est un report. Est-ce que c'est très cohérent ? Effectivement, vous évoquiez là, le sommet mondial sur le climat. Alors, 2035, moi, je ne suis pas persuadé que la date ait été annoncée aussi clairement. Moi, je pense que Nicolas Hulot, il a la bonne approche. C'est-à-dire que dans le passé, on avait des ministres qui se faisaient plaisir ou qui se payaient de mots. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de donner un objectif très ambitieux, réduction de 75% à 50% de la part du nucléaire. On le met même dans la loi en 2025. Et puis derrière, il ne se passe rien. Et on laisse aux successeurs politiques le fait d'assumer soit la renonciation, comme vous venez de le présenter, soit d'assumer les mesures. Nicolas Hulot, il a une attitude plus responsable, c'est qu'il dit, bon voilà, pas grand-chose a été fait depuis ces annonces, ça va être difficile de tenir le cap jusqu'en 2025, donc reprenons le sujet, sortons de cette oukase ou de cette date de 2025 qui ne sera pas atteignable, donnons-nous une bonne date, et ça, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui doit avoir lieu l'année prochaine va donner le cadre, et ensuite, donnons-nous les moyens d'arriver à cette date. Donc les précédents n'étaient pas réalistes, quoi. Ségolène Royal n'était pas réaliste. Je pense qu'elle était ambitieuse dans les objectifs, mais ensuite les moyens n'ont pas été mis pour atteindre ces objectifs. Alors cette semaine, vous le disiez, se tenait à Paris ce fameux sommet de Paris sur le climat. On est en train de perdre la bataille, c'est ce qu'a dit le président Macron. Il a appelé à agir pour gagner cette bataille contre la fatalité. On a l'impression d'entendre encore une fois, depuis des décennies, on se souvient de Jacques Chirac, c'était il y a 15 ans, la maison brûle et on regarde ailleurs. Bon, finalement, ça ne coûte pas très cher de dire ça.
Bon, moi je pense que c'est quand même... j'ai eu la chance d'y être. Ce sommet de Paris, j'ai assisté. Ce qui est impressionnant, c'est de voir tous ces chefs d'État, 2 ans après l'accord de Paris, qui reviennent et qui prennent des engagements. Et aujourd'hui, 15 ans après, effectivement, les propos de Jacques Chirac, on sait de plus en plus l'impact du dioxyde de carbone sur l'effet de serre, les changements climatiques. Ce qui est frappant dans ces sommets, c'est pour ça que moi je suis content d'y être allé, c'est de voir des pays qui vivent au quotidien les changements climatiques. Parce que nous, on s'en rend compte, mais vous avez des pays comme les Fidji, ou les pays donc, de l'océan Pacifique, ou des îles de la Caraïbe, qui sont impactés au quotidien, qui viennent témoigner de leur situation dramatique. Donc, ces sommets, ils sont importants pour la prise de conscience, et puis pour les engagements. Aujourd'hui, vous avez des grands fonds souverains, comme ceux de la Norvège, qui pourtant est un pays pétrolier, ou d'autres pays producteurs, qui s'engagent et qui disent... La Banque mondiale, par exemple, dit on va sortir du financement des énergies fossiles. On va développer les énergies décarbonées. Sauf qu'on aimerait surtout entendre une vraie réaction identique de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, qui sont les grands pollueurs, finalement. Oui, alors les États-Unis, je les mets un peu à part, parce que vous avez l'administration Trump, qui a décidé de sortir effectivement de l'accord de Paris ou de se mettre en stand-by. Mais vous avez aussi énormément d'acteurs, des villes, des États, aussi des grands investisseurs des États-Unis. Il y avait là Bill Gates, il y avait là Schwarzenegger, par exemple, qui était là, qui viennent dire, attention, ce que fait Trump, ça ne représente pas ce que pensent les États-Unis. L'administration américaine, mais pas les États-Unis. Parlons de la Chine, parlons de l'Inde, qui sont des gros pollueurs. Oui, la Chine, par exemple, a pris des engagements pour mettre en place un vrai marché du carbone. Et ça va changer énormément les attitudes et les productions d'énergie en Chine. Et puis, il y a aussi... Vraiment, la Chine qui vit sur des exploitations minières de charbon impressionnantes. Une bonne partie de l'économie chinoise est basée sur le charbon. Oui, mais nous ne devons pas avoir une approche condescendante vis-à-vis de ces pays-là. Certes, ils ont une exploitation du charbon, mais ils ont aussi l'intelligence de comprendre que les enjeux climatiques, les enjeux sur la santé de leur population auront des coûts et ils sont en train de réagir. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas... jeter l'opprobre sur ces pays. Déjà, faisons ce que nous, on peut faire. Respectons nos engagements, les pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud, améliorons ce qu'on peut apporter aux pays du Sud en termes de développement d'énergie propre, et ensuite les pays nous suivront. Notre-Dame-des-Landes, cette semaine, les 3 médiateurs chargés de sortir de l'impasse ont remis leur rapport à Édouard Philippe, au Premier ministre, qui prendra une décision au plus tard en janvier. Pour la première fois, une alternative a été évoquée, celle de l'aménagement de la plateforme actuelle de Nantes-Atlantique. Ce projet, il est né dans les années 60. Il est déclaré d'utilité publique depuis 2008. Il est indispensable, nous dit-on, au développement du Grand Ouest. Est-ce qu'il faut arrêter Notre-Dame-des-Landes ? Écoutez, moi, je n'ai pas la solution. Il y a un rapport qui a été demandé, effectivement, à des médiateurs, et qui ont étudié pour la première fois, je dirais, depuis pas mal d'années, vraiment des solutions alternatives au projet. Voilà, ce qui n'avait pas été totalement le cas. Ce qui laisse deviner du coup de la décision qui sera prise. Non, mais disons qu'aujourd'hui, le Premier ministre, et là il nous l'a dit clairement, l'autre jour, il est venu en réunion de groupe, il a parlé longuement de ça, il a dit voilà, la méthode c'était on confie à des médiateurs le soin de refaire le point sur le dossier, le rapport vient d'être mis, il va en prendre connaissance et il s'est engagé à prendre une décision. Parce que, j'en parlais tout à l'heure pour le nucléaire, mais sur ce sujet, c'est scandaleux. C'est-à-dire que les politiques, par le passé, ont laissé pourrir la situation. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on laisse des gens sur le site ou qu'on laisse pourrir la situation ou qu'on trouve des moyens de délayer la prise de décision. Là, le Premier ministre a été très clair, donc je pense qu'il va s'y tenir. Lecture du rapport, consultation des interlocuteurs locaux et ensuite prise de décision au mois de janvier. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut quand même qu'on ait bien conscience que quelle que soit la décision qui sera prise, elle sera compliquée. Alors on va revenir sur la ZAD, mais vous évoquiez un scandale. Moi je vais en évoquer un second. Oui. Est-ce que le grand scandale finalement, ça ne serait pas de s'asseoir sur le référendum qui a donné le oui gagnant à 55%? Je crois pas. Je crois pas parce que à l'époque de ce référendum, et c'est tout l'intérêt du nouveau rapport qui a été demandé aux médiateurs, d'autres solutions alternatives n'avaient pas été sérieusement étudiées. Là, le Premier ministre, il a en face de lui un rapport qui lui permet de prendre de faire un choix, de prendre une solution éclairée. Il va le faire,
Quoi qu'il arrive, le choix sera contesté, que ce soit par des arguments que vous venez de dire ou d'autres, si jamais il est décidé que l'aéroport se fait. Il y a forcément un camp qui sera déçu. Voilà. Mais il faudra être capable de l'assumer. Le Premier ministre est courageux quand il dit qu'il prendra cette décision. Nous allons traiter ce sujet. Voilà. Et il faudra aussi que les responsables politiques soient responsables, parce qu'il a été facile pendant 10-15 ans de laisser pourrir la situation. Tout le monde sait que cette décision doit être prise et sera difficile à prendre. Maintenant, il va falloir l'assumer, quelle qu'elle soit. Il faudra du courage aussi pour évacuer la ZAD. Cette ZAD, elle doit être évacuée ? Oui. Ensuite, une fois que la décision sera prise, il faudra que l'état de droit soit respecté. Voilà. Il y a sur place 200, 300 zadistes, dit-on, dont certains se préparent depuis des mois à un véritable affrontement physique avec les forces de l'ordre. Il faut prendre ce risque. Si le Premier ministre a décidé que la solution devait être de faire cet aéroport, alors oui, il faudra assumer cette décision. Mais et si c'est l'autre option qui gagne, la ZAD peut rester ? Non. L'état de droit doit s'appliquer, donc évacuation quoi qu'il en soit. Bien sûr, on est d'accord. Mais c'est vrai que si c'est l'autre option qui est choisie, les zadistes sont moins fondés à rester sur le site. Donc, c'est un dossier qui est évidemment suivi de près chez nous en Isère, parce qu'on a aussi notre ZAD chez nous, à Roibon, à propos du Center Parcs des Champs-Barans. Cette façon de défendre ses idées par la force, en occupant les sites, comment vous les jugez ? Moi, je dénonce ça parce que pour en discuter avec Monique Limon, qui est la députée de la circonscription, qui connaît bien ce sujet, ou avec le préfet de l'Isère, Monsieur Beffre, ce qui est dramatique, c'est qu'en plus, sur ces zones où s'enquistent comme ça des foyers de rébellion ou de lutte contre un projet, ça devient des zones un peu de non-droit, où même l'environnement, qui est finalement la cause qui est mise en lumière pour pouvoir lutter, n'est pas respecté. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter, mais moi, c'est ce qui m'a été dit. C'est parfois des zones où l'environnement est dégradé par les zadistes eux-mêmes. Donc, ça, c'est pas admissible qu'il y ait des luttes, des recours devant les tribunaux légaux. Ça, je pense que c'est tout à fait normal. Et on est dans un pays qui offre de multiplicité de recours. Mais l'affrontement, la lutte violente, ça, non, je n'y suis pas favorable. Sur toutes ces questions très symboliques de politique de développement durable, on est au cœur du sujet. Qu'est-ce que vous pensez du travail et des positions de Nicolas Hulot, le ministre ? Quelque chose me dit que vous allez soutenir, d'après ce que vous avez commencé à me dire. Oui, après, moi, j'ai une liberté de penser, de parler. Donc, moi, ce qui me plaît chez Nicolas Hulot, il fait lui-même souvent la métaphore de la girafe. C'est-à-dire qu'il a les pieds sur terre, mais il a la tête haute pour voir loin. Et c'est vrai que ce que je lui reconnais, c'est qu'il est à la fois visionnaire, et sur les sujets de l'énergie, c'est très important, parce qu'on traite de sujets à 10, 15, 20 ans, 30 ans même, quand il s'agit de programmation énergétique. Et c'est quelqu'un de pragmatique, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il faut acter les décisions maintenant, mettre les moyens petit à petit, sinon on se retrouve dans des grandes incantations qui ne sont pas suivies d'effets. On dit qu'il a avalé beaucoup de couleuvres, donc sur le nucléaire, sur le glyphosate, sur le retour du loup dans les montagnes. Les militants écologistes qui l'ont soutenu espéraient mieux de lui, disent-ils. Oui, après, on ne peut pas gagner sur tous les combats. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dogmatique, c'est quelqu'un qui est pragmatique. Donc, il est capable aussi d'assumer certains renoncements ou certains compromis et de se battre sur d'autres sujets et de gagner la bataille petit pas par petit pas sur des sujets. Moi, c'est une stratégie qui me plaît. Eh bien, c'est une stratégie qui plaît aussi à Éric Piolle, le maire de Grenoble, écologiste, qui soutient ce membre du gouvernement qu'est Nicolas Hulot. On écoute Éric Piolle et vous réagissez. Il a fait le choix de se dire, alors qu'il critiquait fortement Macron et encore dans l'entre-deux tours, de se dire, bon, ma responsabilité, c'est d'y aller, sinon l'écologie va complètement disparaître parce que ce n'est pas l'ADN de cette équipe, ce n'est pas l'ADN d'Emmanuel Macron, ce n'est pas leur culture. Il fait ce choix-là et il l'a fait en se disant, voilà, j'essaye de mettre la France sur des rails irréversibles sur quelques sujets forts. Et je sais évidemment que je suis seul. Oui, il l'a dit lui-même au Congrès des maires. Il est venu nous voir, il a fait un discours, il a dit je suis souvent très seul, aidez-moi. Donc effectivement, il a besoin de soutien et on sait qu'il perd des arbitrages, mais on sait aussi qu'il fait voter par la droite et par toute cette alliance ultralibérale des choses que jamais il n'aurait voté parce que ça n'existe pas dans leur radar. Donc la présence de Nicolas Hulot permet de faire vivre l'écologie et les changements dont ont besoin la France dans une équipe qui, elle, fait le choix de casser le logement social avec la baisse des APL, d'arrêter les contrats aidés, de supprimer l'impôt sur la grande fortune, etc. etc. Mieux vaut des petits pas que pas de pas du tout.
Oui, et puis il est quand même très soutenu dans sa majorité, je vous rassure. Au Parlement, nous sommes des soutiens de poids et d'intérêt quand il s'agit de faire la loi. S'il claquait la porte, ce sera un sacré coup dur, il faut le reconnaître. Oui, après, c'est un homme libre, Nicolas Hulot, on le connaît. La fonction de ministre, c'est quand même une fonction complexe qui nécessite un agenda, un investissement de tous les moments. Et pour Nicolas Hulot, qui est aussi un penseur, qui a besoin de réflexion, de consulter pour décider, c'est vrai que je pense que c'est un vrai effort d'assumer cette fonction de ministre. Mais en même temps, c'est tout à son honneur parce que justement, il a fait ce choix de venir aider Emmanuel Macron. Et je pense que c'est un ministre très important dans le gouvernement. Un mot sur la méthode quand même, pour engager la fameuse transition écologique dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que la contrainte est la meilleure solution, la solution la plus juste, notamment envers les plus modestes? Je vais prendre un exemple, l'exemple du bonus-malus qui est envisagé actuellement par le gouvernement pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Le ministre envisagerait de pénaliser celles et ceux qui ne font pas d'efforts pour isoler leur logement. On parle de moduler les taxes foncières ou d'instaurer des droits de mutation plus élevés en fonction de la qualité des diagnostics. Est-ce que c'est la bonne solution ? Moi, je ne crois pas. Voilà. Moi, je ne suis pas pour l'écologie punitive. Je suis plutôt pour une approche de l'écologie incitative. Voilà. Sauf quand, bien sûr, les choses ne bougent pas. Où là, l'intérêt, l'impact des taxes ou des impôts peut faire bouger. Mais on n'en est pas là. Quelqu'un qui n'isole pas sa maison, est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de le faire ? Voilà, c'est pour ça que moi je préfère qu'on soit dans l'incitatif, surtout pour les ménages et les familles les plus modestes, pour qui c'est une double injustice finalement, la précarité énergétique. Parce qu'à la fois on est dans une situation de confort et dans un habitat qui souvent est délabré, et en même temps les factures d'énergie sont les plus lourdes. Donc là on a quand même, et c'est pour ça que le grand plan bâtiment est très important, a été annoncé à la fois par les ministres Mézard et Hulot. On a un grand enjeu à la fois environnemental et sociétal sur ce sujet, pour rénover nos bâtiments, nos passoires thermiques, que ce soit dans le logement privé, social, mais aussi dans le logement, dans l'habitat public. Donc pas d'écologie punitive pour vous, on est d'accord. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé, mais après, de temps en temps, les taxes aident à faire bouger les choses. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu le principe des certificats de qualité de l'air ? Vous savez, à Grenoble, on a ces petites vignettes anti-pollution qu'on met sur le pare-brise de nos voitures en cas de pic de pollution. Est-ce que finalement, ce n'est pas une politique qui pénalise ceux qui n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir des véhicules moins polluants ? Oui, mais là encore, l'enjeu, il est énorme parce qu'on parle de 40 000 morts par an en France liés à la pollution de l'air. Dans la région Rhône-Alpes, c'est 4 000 morts. Dans la cuvette grenobloise, c'est de plus en plus fréquemment chaque année qu'on a des alertes pollution, des alertes à l'ozone. Donc le changement des véhicules ou le changement des modes de transport, et là, moi, je serais en total soutien de ce qui peut être fait par les municipalités d'agglomération grenobloise sur les transports alternatifs, sur le vélo. Parce que là, il faut qu'on soit tous vraiment ensemble sur ce sujet, il n'y a pas de polémique à avoir. Après, on a des mesures aujourd'hui pour aider à changer de véhicule, des mesures de plus en plus incitatives pour passer sur des véhicules de nouvelle génération ou sur des véhicules électriques. Éric Piolle, dans l'extrait qu'on a vu, évoquer la baisse des APL, des aides personnalisées au logement. Vous êtes le député d'une circonscription où le logement social est important, et Chirol-Saint-Martin-d'Air. Vous entendez les protestations des offices HLM qui disent cette baisse des APL et la compensation sur le montant des loyers, on ne pourra pas supporter. Oui, bon, déjà je l'entends parce que c'est vrai qu'on a peut-être pris le problème par le mauvais bout avec les organismes d'HLM, on l'a pris par la logique financière. Et puis une négociation s'en est ensuite suivie. En fait, aujourd'hui, on a un problème quand même avec le logement en France. On met énormément d'argent, 40 milliards d'euros par an sur le logement, et les résultats ne sont pas satisfaisants. On est dans des zones parfois où le logement est très tendu, où les loyers sont très hauts. Et aujourd'hui, l'augmentation des APL, elle profite plutôt aux propriétaires qu'aux locataires. Donc il fallait faire une réforme. Et c'est vrai que le gouvernement a voulu pousser à la prise de conscience à la réforme par l'aspect des APL. Depuis, la polémique est née et je peux la comprendre. Mais depuis, une négociation s'est engagée depuis plusieurs mois entre le gouvernement et les représentants des offices HLM, des bailleurs sociaux, et des solutions sont en train d'être trouvées pour mettre
en contrepartie des mesures pour accompagner les bailleurs, pour les aider, des prêts pour les aider à investir, des prêts garantis, la garantie du livret A, le fait de les aider à se mutualiser, le fait de les aider à pouvoir vendre une partie de leur parc, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, mais qui leur permet de trouver des ressources supplémentaires. Et tout cela, ce sont des solutions qui sont en passe d'aboutir dans la négociation. Et engager une grande réforme du logement social pour arriver à plus de logements et des loyers un peu plus ajustés dans les zones tendues. La question du logement, elle est essentielle. Un mot sur la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, qui impose à 25% le nombre de logements sociaux dans les communes de plus de 3500 habitants. C'est une loi qui, du coup, impose la même chose à une commune comme Volnavé, sur votre circonscription, qu'une commune très proche du cœur de l'agglomération. Elle est logique, cette loi SRU? Alors, elle est logique dans le sens où si à un moment donné on ne donne pas un objectif ambitieux ou on fait trop de cas par cas, eh bien plus personne n'agit. Donc c'est logique qu'il y ait une incitation. Après, je pense qu'il faut que les préfectures, et c'est le cas aujourd'hui, prennent en compte malgré tout les situations ponctuelles. À Volnavé, que je connais bien, j'en discutais avec le maire l'autre jour, ils font d'énormes efforts pour se mettre à niveau, surtout qu'il y a des municipalités qui changent. Donc tout d'un coup, une municipalité arrive, prend la suite de municipalités précédentes qui n'avaient pas fait les efforts. Ce n'est pas forcément le cas à Volnavé. Qui sont passés soudainement à plus de 5000 habitants et qui exactement, voilà, sont imposés où la loi par évolue. Et il faut que aussi au niveau des préfectures, mais c'est le cas, on puisse avoir un peu de souplesse par rapport à ces communes qui font les efforts, mais qui mettront un petit peu plus de temps que prévu pour se conformer à la loi. Mais je peux vous assurer, en tout cas pour avoir vérifié avec le maire de Volnavé ou aussi auprès des préfectures, que ce sujet est bien pris en compte parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus avoir une sévérité à l'année près pour des communes qui font des efforts. Toujours sur cette loi SRU, certaines communes de l'agglomération, Saint-Martin-d'Air et Échirolles, sont à 40% de logements sociaux. C'est bien pour la mixité sociale, ça ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait des logements sociaux dans toutes les communes. Voilà. Après, qu'il y ait des communes où il y ait plus de logements sociaux, c'est tant mieux, je dirais. Plus, c'est pas trop. Non. La moitié des logements, je crois que c'est jamais trop parce que, pour bien connaître la circonscription, on a quand même sur Saint-Martin-d'Air et Échirolles un grand nombre de populations qui sont en fragilité et qu'il faut être capable d'aider. Donc c'est bien que ces communes-là aient fait des efforts jusqu'à présent et je dis bravo en tout cas aux maires de ces communes de les avoir fait. Donc là, il n'y a aucun sujet. Allez, on en vient à la sécurité. La sécurité, c'est un sujet important. Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d'Air ont fait acte de candidature pour tester la police de sécurité du quotidien qui sera mise en place en début d'année prochaine. On ne vous a pas beaucoup entendu sur les questions de sécurité. C'est un sujet sur lequel vous voulez être discret. Alors, moi, j'essaye d'être actif avec les maires, avec la préfecture. Donc effectivement, je ne me suis pas beaucoup exprimé dans la presse, mais j'ai fait remonter les candidatures de l'agglomération grenobloise en général et des villes de Saint-Martin-d'Air et d'Échirolles à cette nouvelle police de sécurité du quotidien. Et j'essaye de pousser ce dossier pour que nous soyons dans les premières agglomérations et communes choisies pour expérimenter cette police. C'est vrai que le sujet de la sécurité en général, j'essaye de ne pas en faire un sujet de clivage politique ou le moins possible en tout cas sur la place publique. Voilà, parce que c'est un sujet sur lequel nous devons travailler ensemble, essayer de progresser. Je comprends bien qu'il y a des clivages idéologiques, mais malgré tout, n'en faisons pas un sujet vraiment de débat politique ou d'utilisation politique. Voilà. Vous avez vu cette semaine dans le Dauphiné Libéré votre collègue députée En Marche de Grenoble, Émilie Chalas, qui prévient le maire de Grenoble. Pour obtenir cette fameuse police de sécurité du quotidien, il faudra faire des efforts et avoir une politique plus volontariste, dit-elle, en matière de sécurité. Bon, voilà, moi je ne vais pas rentrer dans la polémique qui peut naître entre les différents acteurs de Grenoble, surtout que ma circonscription n'en fait pas partie. Je regarde effectivement ça avec grande acuité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a l'outil de la vidéosurveillance. Voilà, des villes de l'agglomération hors de Grenoble l'utilisent, en revendiquent Saint-Martin-d'Air et Échirolles en particulier. Voilà, Saint-Martin-d'Air et Échirolles le font. J'en discute avec les maires. Ils me disent que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité, mais que c'est un outil intéressant. Voilà, Grenoble est plus réticent pour d'autres raisons qui peuvent s'entendre. Mais moi, je pense qu'en termes de sécurité, tous les outils doivent être utilisés à plein.
Voilà, y compris la vidéosurveillance. Oui, moi je pense, y compris la vidéosurveillance. Après les incendies des gendarmeries de Grenoble et Mélan, après l'incendie de la casemate, des groupes anarcho-libertaires ont revendiqué ces actes. Votre collègue député En Marche de Grenoble, Olivier Véran, cette fois, a dit « Nous n'avons pas le droit de transiger avec certains réseaux anarchistes occupant des squats bien connus à Grenoble. Ça suffit. » Fin de citation. Vous comprenez cette position Éric Piolle a dénoncé un amalgame. Bon, là aussi, moi, je ne suis pas là pour commenter les prises de position de mes collègues. Là aussi, moi, je... Votre avis sur les groupes anarcho-libertaires, est-ce qu'on ferme les yeux? Il faut être très ferme dès que la violence est là, dès que la violence s'installe. Voilà, moi, ma ligne rouge, elle est là. Donc, après, sur les incendies dont vous avez parlé, en tant que député, je peux vous assurer qu'avec Émilie Chalas, avec Olivier Véran et les autres députés de l'Isère d'ailleurs, nous avons manifesté notre soutien au colonel Marzin et à l'ensemble des gendarmes qui ont été très ébranlés par ces sujets-là, parce que c'est aussi les familles qui vivent sur ces casernes. Ça, monsieur le député, c'est le minimum. Non, mais c'est le minimum. Non, mais attendez, donc on a manifesté notre soutien et nous avons fait des lettres au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Défense, pour que des moyens puissent être rajoutés, puissent être mis, et nous serons toujours là en soutien des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Il n'y a pas de sujet là aussi. Autre sujet, allez sur votre commune de Saint-Martin-d'Hères encore une fois, le projet NERPIC. Alors le gouvernement a annoncé cette semaine un plan de revitalisation des centres-villes dans les villes de moyenne importance. Il va mobiliser 5 milliards d'euros sur 5 ans pour essayer de faire revenir des commerces de proximité. Parmi les projets controversés sur la métropole, il y a ces fameuses halles NERPIC à Saint-Martin-d'Hères, un projet porté par le maire communiste, 86 boutiques, une vingtaine de restaurants. Grenoble craint que ça déséquilibre l'organisation des autres commerces existants. Oui, il y a Grenoble et puis il y a une réflexion à avoir au sein de l'agglomération grenobloise aussi, sur l'équilibre des zones commerciales. Il y a l'espace Comboire, il y a Grand Place. Donc il faut avoir cet équilibre-là, les commerces du centre-ville de Grenoble, donc cette vision d'agglomération. Et puis à Saint-Martin-d'Hères même, il y a de toute façon quelque chose à faire sur ce site NERPIC, qui est une friche industrielle qui, depuis 10-15 ans, est laissée à l'abandon. Donc le sujet n'est pas de ne rien faire. Le sujet est de savoir ce qu'on va faire sur ce site. Est-ce qu'on en fait un grand centre commercial, ce qui est prévu aujourd'hui? Parce que, vous l'avez dit, 89 boutiques, 20 restaurants, un espace qui est confié à un acteur privé. Ou est-ce que pour ma part, et pour ce qui concerne le groupe auquel j'appartiens dans l'opposition à Saint-Martin-d'Hères, nous appelons de nos voeux un site avec plus de services publics, plus de liens avec le campus, l'activité scientifique par exemple, une place publique en proximité de la mairie de Saint-Martin-d'Hères. Bref, un projet NERPIC plus équilibré. L'enquête, le dossier est en enquête publique. Oui. Là, jusqu'au 22 décembre, vous pouvez aussi vous prononcer sur ce projet des halles NERPIC. Un mot, Jean-Charles Collaroy, sur la République En Marche qui s'organise. Ça y est, alors en Isère, c'est Armelle Tiernès qui sera la référente du parti. Elle dirige un cabinet d'avocats à Grenoble. Elle vit dans le Nord-Isère. Son défi, ça va être de faire revivre les groupes locaux En Marche. Des groupes qui sont bien discrets depuis la présidentielle. Certains disent même bien déçus. Oui, alors vous voyez, lundi soir, j'ai fait une réunion avec des membres des comités locaux de ma circonscription, donc on a pu échanger. C'est vrai qu'il y a eu une forte mobilisation, voilà, avec l'échéance présidentielle. Et ce qui était très intéressant, c'est que beaucoup de membres sont venus pour la rédaction du programme, parce que nous avons une attitude, une méthode un peu différente des autres partis. Nous travaillons sur le programme dans les comités locaux, et ensuite, ça nous a permis de faire remonter des mesures, d'ailleurs, qui étaient prises dans certains comités locaux. Donc ça, les membres, les citoyens ont beaucoup apprécié. Après l'élection, il y a eu une phase un petit peu de flottement, c'est vrai. Notre parti a dû faire une direction transitoire, on s'est réadapté. Maintenant, nous sommes en ordre de marche, puisque nous avons élu notre délégué général, Christophe Castaner, le bureau exécutif, et il est maintenant important de regarder vers l'avenir, vers les nouveaux chantiers de notre mouvement. Moi, je suis en train de commencer à réfléchir, à demander aux comités locaux de ma circonscription de réfléchir à la suite, puisqu'aujourd'hui, on est en train de C'est quoi la suite? La suite, c'est d'une part réfléchir à ce qui va
la suite de notre programme. Parce que là, on avait un programme pour la présidentielle. On est en train de faire vite pour mettre en place les mesures, ce sur quoi on s'est engagé. Mais sauf qu'il faut maintenant réfléchir à dans 1 an, dans 2 ans. Les municipales, Non, pas du tout. Non, vous voyez, non, ça c'est loin. Et puis, c'est pas l'enjeu pour le moment. Non, réfléchir à des sujets sociétaux, par exemple. La fin de vie, meilleure prise en compte de la fin de vie ou l'amélioration du statut des aidants, les aidants familiaux. On a l'impression que tout est décidé depuis l'Élysée. C'est bien ce que disent certains militants du début d'En Marche. Maintenant, les choses sont beaucoup moins collaboratives. Et c'est logique. Écoutez, moi, ce n'est pas mon intention. Je reconnais qu'il y a eu une zone de flottement après la présidentielle. Maintenant, nous sommes en ordre de marche. Notre parti a aussi les moyens de fonctionner. Il y a des initiatives intéressantes. Par exemple, on veut mettre des moyens, valoriser des initiatives de citoyens dans chaque circonscription et accompagner des projets de citoyens. Voilà, je pense que c'est innovant pour un parti politique, un mouvement politique. Et vous me dites, les municipales, c'est pas encore l'actualité. Pourtant, un parti existe que s'il a des élus, et notamment des élus locaux. Oui, alors après, nous, on est un mouvement, déjà, donc c'est une petite distinction. Vous savez qu'on peut adhérer En Marche et être adhérent à un autre parti, donc ça fait quand même une certaine originalité. Les municipales, ça sera l'aboutissement et non pas le début d'une réflexion. C'est-à-dire que, je l'ai dit l'autre jour aux militants de la circonscription, je leur ai dit, travaillons les sujets, travaillons des sujets locaux, des initiatives, et nous serons légitimes ensuite pour porter des projets alternatifs dans chaque commune, si besoin. Allez, on va continuer à parler d'En Marche, de l'organisation du mouvement. Qu'est-ce que vous pensez des premiers mois d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe? Ce sera dans le supplément, le bonus du Récap Info. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux et sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve donc tout de suite sur les réseaux sociaux. Et l'année prochaine, avec de nouveaux invités, très belle fête de fin d'année à tous.